mélodie venue. Je suis venu à ces obsèques en ce lieu de recueillement circonstanciel pour parler du patriarche, Premier ministre honoraire Joseph Singaoudjou Ngwakebi Ntoumbé, et au travers de la chute de ce grand baobab, méditer sur le mystère de la mort. Il était né à Msontini, dans le territoire de Koutou, pas loin de l'ex-Baniville, en plein milieu des Sakata et de tous nos paisibles compatriotes, des Bamoché, Iché, Kalako, Ekwalesa et autres, de la très verte région du Maï-Ndombe, dont il avait, par la force des choses, repris les panaches et le témoin du leadership légué par les pères de l'indépendance, issus de la contrée. Mais auparavant, encore jeune séminariste à Kabwe, puis jeune étudiant à Lovanium, il était parti à l'abordage pour conquérir les armes de la philosophie, de la théologie et du droit, avec l'ambition de se rendre utile à notre nation, maintes fois mise en péril du fait de tous les appâts du bassin dit conventionnel du Congo, c'est-à-dire de son sol et de son sous-sol, de sa faune et de sa flore. Il était parti à l'abordage pour dénoncer les colonialistes, pour secouer les timorés, pour effrayer les amoureux des rébellions qui mirent et mettent encore en péril l'intégrité du Congo. Il était parti à l'abordage pour séduire les récalcitrants qui ne se mettent pas au pas dans notre quête permanente du bien-être populaire et pour faire tomber les citadelles anti-congolaises et mieux gardées. Il le faisait avec toutes les armes non violentes disponibles, mais dont la plus secrète était son cœur, la force de son caractère. Tel était le patriarche Joseph Singaoudjou, un oui Maximi Animi, Praestanti Prudentia en langue des Étrusques. Un alliage d'acier 10 fois trempé et de larmes royalement sincères. Un mélange de clairvoyance en béton armé et de flexibilité en pure argile de son terroir dignement lacustre et forestier. Un homme de franchise et de compromis. Un ami prudemment indomptable à la loyauté inaltérable. Catholique de conviction. Il avait du respect pour les valeurs et traditions de ses ancêtres. À la croisée des chemins, il était là, toujours au bon endroit. Et il en était ainsi chaque fois que l'essentiel était en jeu, comme aujourd'hui, puisque le ciel d'airain annonce les affres de la Covid-19, l'insécurité grandissante à l'est de la République, les menaces de la balkanisation, le spectre de l'instabilité institutionnelle, etc. Le patriarche Joseph Singa, celui qu'il me plaisait bien d'appeler le champion des gardes des sceaux, était un vrai combattant. Il croyait en la force des idées, celle qui donne un sens au monde et l'espoir de le changer. Il voulait mettre ses idées au service du pouvoir d'État, non pour lui-même, mais pour nous tous. Car il était convaincu que la finalité de toute vie politique, ce n'est pas d'être quelqu'un, mais de servir à quelque chose. Il voulait une société plus juste, où l'égalité serait réelle, où l'argent et les honneurs seraient à leur place et le fruit du progrès partagé par tous. Cet idéal, il l'avait trouvé dans la philosophie politique, traduite en 1967 par le manifeste de la CENI, à la rédaction de laquelle il avait été appelé aux côtés de Justin-Marie Bomboko et du docteur Étienne Tshisekedi, tous d'illustres mémoires pour encadrer le mouvement d'une révolution dite populaire, portée par le pouvoir politique alors. Il était fier d'appartenir au clan politique de l'homme du 24 novembre, qui venait de mettre fin à l'anarchie politique ayant déchiré le pays pendant près de 5 ans, de 60 à 65, et surtout de placer le Congo d'avant le choc pétrolier de 1973 et d'avant la zarianisation sur les rails de l'émergence d'une véritable puissance économique à l'échelle du continent noir. Le patriarche, l'un des premiers juristes du Congo indépendant, s'était manifesté depuis l'université par son action dans les mouvements associatifs estudiantins comme un vrai conducteur d'hommes, un grand leader. Aussi, de 63 à 64, exerça-t-il comme ministre dans le gouvernement provincial de Léo II. Aussi, devint-il en 1965 secrétaire d'État à l'Intérieur puis à la Justice avant d'être
bien des années après, ministre national de la Justice, de l'Intérieur, du Plan et Reconstruction nationale. Aussi, enfin, devint-il Premier ministre durant les années 81-82. Le temps me ferait défaut si je devais parler de son rôle à la fin de la Deuxième République, survenue sous les vents de la perestroïka et de la glasnost, dont le pic dans l'ex-Zaïre fut la convocation en 1990 de la Conférence nationale souveraine. Il en va de même de la création de son parti politique, l'Union chrétienne pour le renouveau et la justice, l'UCRJ en sigle, de son action dans les différents forats politiques constituant souvent le temps fort de la politique RD congolaise, de son repli vers ses sources à Bandundouville, voire dans son intronisation comme chef traditionnel du groupement Bamoshe, territoire de Koutou, en province de Maïdo. À ses yeux, aux yeux du grand Bandundu, il ne devrait y avoir ni clivage, ni majorité, ni opposition. Personnellement, j'ai gardé du patriarche le souvenir de ce garde de sceaux qui, au début des années 90, quand j'étais encore jeune magistrat, avait initié les journées ouvertes de la justice, les JOJ, au cours desquelles les citoyens et tous autres consommateurs de la justice distributive venaient, chacun, donner leur point de vue sur le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Méthode géniale, disait-on, d'amélioration de gouvernance et de renforcement de la sécurité judiciaire de tous. Aujourd'hui, le sage du grand Bandundu, le sage du grand Bandundu, dont les mémoires écrites de sa main sont disponibles, a tiré sa révérence étant chef traditionnel. Bon vent à son âme, j'ai dit. Professeur Robin Mina.